Bonjour à tous, je m'appelle Hamza, ça fait 18 ans que je travaille dans l'immobilier. J'ai commencé en tant qu'agent immobilier pendant 6 ans, puis je me suis spécialisé dans le diagnostic. Aujourd'hui, on entend souvent parler d'immobilier. Moi, j'ai décidé de lancer mon podcast pour inviter des professionnels afin qu'ils puissent vous donner leur point de vue. Merci Mathieu d'être venu à mon podcast. Toujours un plaisir, Hamza. Est-ce que tu peux te présenter brièvement Mathieu pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Mathieu, j'ai 40 ans. Ok, Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai plusieurs années dans l'immobilier. super. Je me suis spécialisé, on va dire, dans l'ultra-luxe. Ok, Mon terrain de jeu favori, on va dire que c'est Paris. Alors qu'en vrai, je pense que j'essaye de couvrir un peu toute la France. Voilà, mon objectif, c'est un peu de m'éclater et de gagner de l'argent, comme tout le monde, je ok. pense. Et Plutôt de t'éclater ou gagner de l'argent? 50-50. 50-50, ok. L'idée, si je peux faire les deux en même temps, c'est bien. Ok. Donc en vrai, je peux couvrir des haras à Deauville, des penthouses dans le 8e, des hôtels particuliers à Place des Vosges. Voilà, je vais là où le business m'amène et j'essaye un peu de dénicher les pépites pour les proposer avant les autres. Ok, super. Moi, j'ai une question, Mathieu. Pourquoi tu as choisi le marché ultra luxe et pas le marché, on va dire, traditionnel? Pourquoi tu t'es parti travailler dans une agence ultra luxe et pas une agence tu sais, traditionnelle comme La Forêt ou Century 21? Bah, quand j'ai voulu me lancer dans l'IMO, j'ai fait ma petite étude de marché. J'étais dans Ok, le marketing avant, yes. donc j'ai un peu étudié le marché. Et puis à un moment, je me suis dit, bah voilà, quitte à faire de l'IMO, autant faire du luxe. Et en Ouais, plus, je me suis dit que c'est une bonne clé d'entrée pour intégrer cette niche, parce que ça reste quand même une niche, c'est un petit monde. ok. Pour après, potentiellement, quand tu es dedans, tous les business sont possibles, quoi. Donc je Ouais. me suis dit, voilà, Tous les grosse. business sont possibles, c'est-à-dire? Oh, bah, c'est-à-dire qu'après, quand tu as un carnet d'adresses dans l'ultra luxe, bah, tu vois, tu peux appliquer tous les métiers, mais tes clients, c'est que des gens, on va dire, CSP+, aisés, fortunés. Donc, Ouais. si après je veux développer un business de restauration ou autre, bah, voilà, l'idée, c'était d'être dans cette niche. Et je me dis grossièrement, quitte à vendre des appartes, autant vendre des hôtels particuliers. Ok. Voilà, c'est un peu Super. l'idée. Et il y a aussi un dernier point où je m'étais dit, voilà, j'ai vu un peu les courbes de l'immobilier. Des fois, ça va très très bien, des fois, ça va moins bien, des fois, ça va pas bien du Ouais. tout. 2023, ça allait pas trop. Voilà, ça allait pas trop. Mais pour l'immobilier, on va dire standard, c'est vrai que la chance qu'on a dans l'ultra-luxe, l'adage dit vrai, hein, le luxe ne connaît pas la crise. Donc, je m'étais dit, voilà, pour toutes ces raisons, je trouvais ça stratégique d'intégrer cette niche et cette spécialité. Ok. Et c'est quoi le plus gros deal qu'on peut voir dans une agence de luxe? Et c'est quoi le plus gros Oh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de limite. En fait, ça dépend. Si on parle de non, mais que résidentiel. tu as entendu, toi, Non, mais je que. sais que par exemple, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, il y a un couple d'Américains qui a acheté un hôtel particulier à Palais Royal à plus de 25 millions. Ok, Donc ça, c'est du résidentiel, mais tu vas dans l'ultra-luxe, il y a aussi des immeubles qui peuvent être vendus dans le 8e arrondissement. Ça peut monter très, très vite, quoi. En vrai, enfin, bon, il y a une limite, mais moi, je dirais que l'ultra-luxe, ça va de 2 à 100, quoi. ok. Tu Ouais, vois. c'était ça ma question. C'est quoi la différence entre le luxe et l'ultra luxe? Alors, je dirais qu'il y a une différence entre le standard et le luxe ultra luxe. Parce que en vrai, le luxe ultra luxe, une adresse, ça peut être le luxe ultra luxe. C'est-à-dire, je peux avoir un studio avenue Montaigne, comme c'est l'avenue Montaigne, c'est du luxe. Ce même studio dans le 20e, il va moins être considéré comme luxe. Ensuite, je peux avoir un hôtel particulier dans le Marais. Le Marais, c'est pas non plus la rive droite, mais en même temps, enfin, c'est pas le Triangle d'Or. Mais en même temps, c'est un magnifique hôtel particulier de 800 mètres carrés sur 4 niveaux avec des prestations très haut de gamme. Donc, c'est du luxe aussi. Là, j'ai en portefeuille un Hara en Allemagne. C'est un des plus beaux d'Europe, à 60 millions et plus. Voilà, c'est tellement rare que c'est du luxe. Un château en Île-de-France ou à Deauville, voilà, avec vraiment le charme à la française et une architecture incroyable, c'est du luxe aussi. En fait, le luxe, il y a plein de catégories qui peuvent rendre un bien luxe ou pas. Ok, Le prix, la localisation, les prestations, le côté unique ou pas. Est-ce que ok. c'est très recherché? Voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire d'un bien et on a des petits studios qui peuvent être considérés, même si le montant est entre guillemets,
façon de parler relative par rapport au chiffre global dans cette niche, peut être considéré comme luxe parce qu'il est sur une avenue, par exemple les Champs-Élysées, il y a des studios de 40 mètres carrés sur les Champs-Élysées. Voilà, tu vends les Champs-Élysées, en fait, tu vends pas le studio. C'est Ok. ça, en fait, la différence. C'est que nous, on vend Paris. Moi, je vends la Tour Eiffel, les quais de Seine, la place des Vosges. Je vends pas enfin, je vends le bien en question, mais finalement, je vends presque autant la localisation que le bien. Donc les acheteurs qui achètent du luxe ou de l'ultra luxe, ce qui les intéresse, c'est une localisation plutôt qu'un bien. Ouais, Ouais. globalement, je suis assez d'accord. Après, il y en a, il y en a qui veulent vraiment un bien très spécifique et du coup, tu vois, s'ils veulent un hôtel particulier de 5 niveaux avec X mètres carrés de surface habitable et énormément d'extérieur, on segmente tellement le produit que finalement, qu'il soit dans le 8 ou dans le 16, voilà. Mais c'est vrai que globalement, ils veulent une adresse. Ils veulent le Marais. On a des clients qui sont qui sont spécialement fans du Marais. D'autres qui sont spécialement fans du Triangle d'Or, Ok. d'autres qui sont spécialement fans de la Rive Gauche. C'est un peu ça, ouais. Mais la localisation, je pense que c'est quand même 70% D'accord. de la recherche. Un acquéreur qui veut acheter de l'ultra luxe, il fait quoi? Il voit une annonce, c'est diffusé où les biens généralement? Sur quoi? Sur Se Loger? Ouais, nous, on a des plateformes un peu dédiées. Ouais. Par exemple, Belle Demeure, qui est un peu le Se Loger de l'ultra-luxe. Ok. Après, c'est vrai que les clients, enfin nos clients à nous, ils ont l'usage et l'habitude de passer par des agences, comme ils ont l'usage et l'habitude d'avoir un chauffeur, d'avoir un avocat. Ok. Donc en fait, techniquement, on se met sur les plateformes parce qu'il faut y être, mais je pense que les vrais acquéreurs, ils travaillent avec des agents ou avec des agences ou avec des chasseurs, et Ouais, en c'est ça. fait, ils cherchent pas par eux-mêmes. Ouais, donc t'as Mais il y en a jamais. toujours qui cherchent. Donc faut jamais se fermer la porte. Faut toujours. L'idée, c'est un peu d'être partout. Mais c'est vrai que nous, et c'est pour ça aussi qu'entre guillemets, c'est dur d'intégrer cette niche de l'ultra luxe. Mais quand tu y es, et ton service, il est vraiment apprécié parce qu'en fait, voilà, dans leur tête, c'est ton job et t'es là pour ça. Ils te Ok. reconnaissent. Enfin, voilà, notre service a une certaine valeur parce qu'on est reconnu pour ça et que dans leur tête, l'usage, c'est vraiment d'appeler leur agent immobilier en leur disant voilà, je veux acquérir un nouveau bien dans le 8e avec vue Tour Eiffel et une belle terrasse. Mathieu, trouve-le-moi. Ok. Je grossis un peu l'idée, mais globalement, c'est ça. Ouais, globalement, c'est ça. Et un vendeur, du coup? Le vendeur, il a un peu le même exercice, c'est-à-dire que après, voilà, aujourd'hui, je sais pas, enfin, Je sais pas, il va voir quoi? Toutes les agences du coin? Il va voir les ça dépend s'il est dans cet univers depuis longtemps. On a deux cas, par exemple, tu peux avoir la personne qui a eu beaucoup de biens dans sa vie et qu'on a vendu beaucoup via des agences, donc il a les réflexes. Et tu as par exemple une succession ou des enfants qui récupèrent l'hôtel particulier des parents et qui n'ont pas l'usage de ça. Et donc, du coup, ils vont aller rencontrer plusieurs agences pour voir un petit peu potentiellement celui qui va leur fournir la meilleure estimation. Aussi le lien humain, parce qu'il faut que tu aies un coup de cœur, façon de parler avec ton agent, il faut qu'il se passe quelque chose. ouais, Donc voilà, après, je pense qu'au début, la plupart des clients, ils ont tendance à se dire, je me mets dans plein d'agences. Comme ça, je maximise ma visibilité. Et au bout d'un moment, ils font l'exercice inverse, qui est la bonne stratégie, et de se dire finalement, en fait, ça sert à rien que je sois partout. Je vais juste me trouver un agent et une agence qui me représentent, en qui j'ai une certaine confiance, qui est en phase avec l'image que je veux donner à mon produit. Et ensuite, on commercialise comme ça. d'accord. Nous, Mathieu, on s'est connus, tu étais à la recherche d'un diagnostiqueur, c'est ça? Ouais, ouais, exact. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, OK. déjà, Ouais. entre guillemets. C'est pas un- et oui, et l'idée, c'est voilà, un des revers aussi, enfin, des revers. Un des aléas de cette niche, c'est que moi, je peux pas me permettre d'envoyer, entre guillemets, n'importe quel diagnostiqueur Ouais. rencontrer mes clients. Voilà, tous les détails sont importants. On se doit vraiment d'avoir une posture, un message, et beaucoup de clients internationaux aussi. Ouais. Donc, il faut potentiellement que, bon, voilà, ils sachent parler ou à minima baragouiner l'anglais. Donc voilà, il y a plein de détails qui sont importants et c'est vrai que nous, en tant qu'agents, nos journées sont full et l'idée, c'est de se trouver le bon partenaire, avec qui on crée la relation de confiance et ensuite, voilà, un petit message, tu bloques le rendez-vous et tu sais qui vient, tu connais la personne, tu sais que la machine, elle tourne et nous, on pense à autre chose. OK. J'ai assez de choses à penser. Le diagnostiqueur, c'est pas ma Ouais. grande priorité. Même si légalement, et ce que je comprends et ce Mais il y a que quoi à penser, du coup?
Ah, la vie d'un agent immobilier, elle est pas facile, hein. Bah, tu sais, aujourd'hui, je pense si on compare à il y a 10 ans, le marché de l'immobilier, il se portait plus ou moins bien. Ouais, C'est-à-dire un propriétaire, il voulait mettre son bien à vendre, il avait 3 visites, une offre, une vente. OK. Aujourd'hui, on est dans un marché plus compliqué, ça veut pas dire impossible, mais plus compliqué. Et notre métier, moi, je trouve ça me plaît, mais notre métier, voilà, on est dans l'écoute, dans le conseil. On doit être agent IMO, architecte, fiscaliste, notaire. On fait énormément d'humain et de social, parce qu'on doit accompagner nos clients, on doit leur partager notre expertise. Pourquoi est-ce qu'on partirait sur ce prix-là et pas ce prix-là? Combien de temps, à peu près, un bien de telle catégorie pourra être vendu? À combien? À qui? Tu fais des visites, à des ascenseurs émotionnels. Ouais, nous, enfin moi, de ce que j'ai remarqué un peu de mes statistiques, c'est que je vais travailler, allez 20 biens à fond et en vrai, je vais en vendre 3 quoi. Donc OK. je sais que le ratio, mais par contre, je sais pas lesquels. Donc je suis obligé de mettre la même énergie sur les 20 Oui. et c'est à la fin où je saurais que c'était celui-là, celui-là et celui-là, quoi. Même si avec l'expérience, on commence à avoir des idées, enfin on peut un peu plus se projeter, mais un bien peut être vendu par un concurrent, enfin, il y a énormément de facteurs. Donc moi, je trouve que c'est un métier qui est tripant. Je m'éclate vraiment. Je rencontre plein de gens. L'humain, je pense que ça fait 60% de ce métier. Parce que voilà, moi, faut créer du lien. La plupart de mes clients aujourd'hui, on a créé une vraie relation. Selon l'ancienneté, on peut limite se considérer comme ami ou autre. Donc, mais c'est un métier assez particulier. Puis on n'a pas de salaire fixe. Oui. Donc c'est super cool. On peut potentiellement faire des coms importantes. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas ce côté où tous les mois, Ouais. voilà, On reste indépendant, quoi. on reste indépendant et donc voilà, il faut se projeter, il faut s'organiser financièrement, il faut aussi organiser ses journées. Parce que moi, j'ai pas de patron le matin qui me dit fais ci, fais ça, j'ai pas une to-do list prévalidée, donc je me la crée tout seul. Oui. Ouais, En ouais, fonction des priorités, j'imagine. faut en fonction des priorités et puis en fonction aussi l'idée c'est de se faire plaisir, mais en même temps de gagner de l'argent et en même temps donc c'est un jeu que je trouve clivant, mais pas facile. Globalement, pour te donner un peu une journée type, même si c'est un peu compliqué, bah, il y a une partie de ma journée où je vais chasser des nouveaux biens, c'est-à-dire Ouais. trouver des nouveaux biens à vendre. Il y a une partie de ma journée où je vais entretenir le lien avec les propriétaires que j'accompagne jusqu'à ce jour, pour leur dire un peu où on en est, est-ce qu'on va avoir des visites dans la semaine, comment se porte le marché, est-ce que en termes de prix, on est plutôt bien positionné. Je vais avoir des visites sur mes biens, donc les différents clients acquéreurs que j'accompagne pour leur faire visiter des biens. Je vais rencontrer des gens parce que je fais beaucoup de réseaux. Donc, un peu comme on s'est rencontrés toi et moi. Donc voilà, je rencontre des gens, je tire le fil et puis on me présente, un tel, qui me présente un tel, qui me présente un tel. Donc, ouais, Ouais, le globalement après relationnel, en quoi. vrai, moi j'ai pas une journée tu vois, cette semaine, bah là, ce matin j'avais une visite. Là, je fais un podcast avec toi. Demain, je vais rentrer à un hôtel particulier. Jeudi, je vais en Allemagne pour rentrer à un Harrah à 65 millions. Vendredi, je vais accompagner une collègue pour potentiellement rentrer à un bel appart dans le Aussi, 17e. ça se ressemble, en fait. Ouais, mais selon tes yeux, pas selon les miens. Donc, non, mais l'idée, moi, ce que je veux, et c'est pour ça que je mets mon énergie, oui, je suis dans l'ultra-luxe, mais je vois 10 produits différents. Produits différents veut dire clients différents, veut dire expériences différentes. Tu vois, visiter et rentrer un Harrah, c'est pas du tout la même expérience que rentrer un 200 mètres carrés dans le 8e. Ouais. Ouais, c'est le bien, il fait 50 hectares versus 200 mètres carrés. Tu le visites en voiturette électrique et pas à pied. Bah voilà, il y a un côté, enfin, Ouais, c'est c'est pas vachement pareil. plus Tu mets grandiose. beaucoup plus de temps, quoi. Ouais, tu mets plus de temps et puis c'est pas le même produit, c'est pas le même. Le propriétaire, euh, in fine, c'est pas du tout la même catégorie de gens non plus. C'est quelqu'un qui est fan de ce milieu équestre. Du coup, les clients acquéreurs que je vais devoir trouver pour ce bien vont être fans de l'univers équestre qui n'est pas exactement le même que celui qui est fan juste d'un haussmannien de 200 mètres carrés dans le 8e. Donc en fait, techniquement, ça se ressemble pas du tout, quoi. Après, oui, OK. la machine, visite, rentrer des biens, mais bon, c'est un peu comme tous les métiers. Moi, quand j'étais dans le privé avant, on a aussi cette sensation que bah, notre to-do list Ça se répète. répète, mais c'est comme on se lève tous les matins, on se couche tous les soirs. Ouais. On entend beaucoup parler du, Moyen-Orient, Qatar, Arabie Saoudite et autres. Ils investissent toujours à Paris? Ouais, je pense que quoi qu'on dise, Ouais. Paris reste Paris. Enfin, Paris, ouais, c'est quand même considéré comme une des plus belles villes du monde. C'est une des plus belles villes du monde. Ça a un attrait toujours assez incroyable. La OK. Tour Eiffel, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe.
La rive gauche prend aussi énormément de poids de plus en plus. Les JO dernièrement nous ont fait beaucoup de bien, parce qu'un peu notre capitale a été matraquée sur toutes les télés du monde entier, donc c'est quand même un bonus. En plus, cet événement, on l'a un peu géré comme des chefs sur le coup, pour rendre à César ce qui est à César. Donc, on a eu une vision. Après les JO, Paris est revenu sur le devant de la scène et la France a montré qu'on a su gérer un événement international sans zéro couac. Donc, sur le coup, on est pas mal. Et oui, enfin, même si, en fait, je pense que la problématique qu'on a, c'est que on entend que l'immobilier parisien ou l'immobilier français se porte mal. Globalement, par exemple, moi j'adore quand j'entends Paris est passé sous les 10 000 du mètre. Dans l'immobilier standard, nous Ouais. on vend des biens à 25, 30, 40 du mètre. Donc en vrai, c'est complètement relatif, quoi. Ouais, Donc, c'est plutôt donc des biens d'exception et. oui, après c'est sûr que au vu de sur l'immobilier un peu standard, on va dire, la problématique de crédit, tout ce genre de problématique fait que bien sûr que c'est plus compliqué. Ouais, Nous, nos clients, ils font des virements de 20 millions comptants. ok. Donc, Ouais, c'est incroyable. Ouais. ouais, c'est un autre monde. Et par rapport à ce que tu me demandais, je pense que oui, l'Extrême-Orient, aujourd'hui, on a toujours les autres pays. Les Américains sont toujours présents, les Russes mathématiquement un peu moins. Et l'Extrême-Orient, ils sont toujours là parce qu'ils ont beaucoup d'argent à dépenser. Et Paris, je pense, est vraiment considéré comme un investissement stable. C'est-à-dire que la Tour Eiffel, elle ne va pas tomber demain. Ok. Donc il y a un côté où je pense que tous les étrangers à travers le monde se disent que voilà, acheter un bel appartement ou un immeuble ou un hôtel particulier à Paris, c'est safe. Parce que Paris, c'est Paris. C'était Paris il y a 10 ans et ce sera encore plus Paris dans 20 ans. Et moi, j'ai une question, c'est pourquoi les biens des célébrités comme Johnny Hallyday, Michael Jordan, ils se vendent pas si facilement? Bah, déjà, je pense que sauf peut-être quelques célébrités, mais je pense que dans l'immobilier de luxe, les acquéreurs, je pense pas qu'ils soient spécialement touchés par le fait que c'était l'appartement de Johnny Hallyday. Sauf un grand fan potentiellement de Johnny Hallyday. Par Ok, exemple, si on prend cet exemple-là. Je pense que ce qu'ils veulent, c'est un bien d'exception avec une jolie localisation, avec des belles prestations. Donc, l'histoire du bien, ça peut jouer en la faveur du bien en question. Potentiellement, ça peut jouer en sa défaveur aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, moi, mon ressenti, c'est que la règle d'or dans l'ultraluxe, c'est la confidentialité. C'est-à-dire que moi, je pense que mes clients, ce qu'ils veulent, idéalement, c'est qu'on vende leurs biens sans jamais en avoir parlé. Il y a ce d'accord. côté. Et les acquéreurs, ils veulent acheter un bien que personne ne connaît. Mais ça, c'est compliqué à faire. C'est compliqué, ça se fait, c'est pas facile, Ouais. mais c'est pour ça que du coup, à l'inverse, après, c'est que mon ressenti, mais à l'inverse, les biens où qu'on a beaucoup trop parlé, et ben finalement, ça joue en sa défaveur parce que aujourd'hui, quelqu'un qui achète un bien d'exception, il veut un être le seul à savoir que ce bien existe et deux que limite personne, c'est pas des gens qui se montrent en fait. Le côté star et l'acquéreur de l'immobilier de luxe, c'est pas la même personne. L'acquéreur d'immobilier luxe, c'est ou un prince saoudien, ou un américain fortuné, ou un grand cadre français qui veut s'acheter un bien ou pour investir ou pour y vivre, mais il n'a pas spécialement, je pense, l'envie ni le besoin de crier sur tous les toits qu'il a acheté ce bien incroyable là. Ok. Donc il y a un côté aussi où finalement, plus on en parle, moi, on s'en rend compte, hein, on a plusieurs hôtels particuliers parisiens ou des beaux appartements parisiens qui sont très vus, limite trop vus, et du coup qui se vendent pas. En partie pour ça. Et je pense que si tu le sors du marché, tu reviens dans un an avec ce même bien, mais que tu as fait oublier un peu, et que tu n'en parles pas et et que tu le commercialises discrètement, je pense qu'il se vendra mieux. Ouais, parce qu'en fait, les vendeurs veulent que tu sois en off-market. Ouais, il y a ce côté où ils aimeraient bien. Alors pour nous, agents, ça nous facilite pas la tâche parce que ça veut dire qu'il faut qu'on vende un bien sans le commercialiser, ce qui est un Ouais. peu un concept. Mais c'est vrai que le mettre trop, bah, les gens ils veulent pas l'acheter. Moi, j'ai Ouais. des clients qui me disent souvent, quand je leur propose un bien, ils me disent non, non, celui-là, je l'ai déjà vu, on l'a trop vu. Ah ouais? Ouais, mais c'est psychologique, hein. Ok. Alors que le bien est incroyable, hein, mais il D'accord. a été trop vu. On a des biens, ça fait quelques années qu'ils sont sur le marché, qui ont un potentiel incroyable, qui ont une belle adresse, qui ont plein d'avantages, qui ont aussi quelques défauts, hein, aucun bien n'est parfait, mais d'être trop vu est devenu un défaut.
Me demande pas pourquoi, j'ai pas de Ouais, ça fait partie des ça usages, fait partie des c'est trucs, pour quoi. ça que je pense que la confidentialité est un facteur important dans notre milieu. OK. Et les acheteurs qui achètent des gros biens de luxe et de l'ultra luxe, ils regardent, eux, les diagnostics? Ils te demandent, Je pense que le diagnostic, en fait, ils veulent juste être tranquilles avec la légalité française. ouais, Donc en fait, ils ont compris que, alors je te fais ça en image, mais ils ont compris que, si tu es entre A et C, tu es tranquille pendant 20 ans et que si tu es après E, bon. Mais dans une certaine mesure, c'est un peu, les seuls qui sont un peu regardants, c'est mes clients qui font de l'investissement locatif. yes, Parce qu'ils se disent, avec toutes bah les oui, lois potentiellement qui sont passées, le en se disant: jeu, «Voilà, selon votre lettre, vous pourrez ou pas exactement. allouer». Qu'est-ce que tu leur proposes, du coup? Tu leur conseilles quoi, toi? Ah bah, de toute façon, nous, la Faire un plus DPE projeté? hein? Faire Ouais, le un DPE. DPE projet, puis la plupart des biens qu'on a, nous, dans l'ultraluxe, ils sont rarement, catastrophiques. OK, Enfin, voilà, ouais, on est dans une niche quand même où les choses sont entretenues, où les gens, ils entretiennent leur appartement et voilà, ils ont un peu de budget pour le faire, donc ça m'est jamais arrivé d'avoir une lettre absolument catastrophique, quoi. d'accord. Et en vrai, s'il y a un coup de cœur sur l'appart, parce qu'il est incroyable, le diagnostic, on le fait quand même principalement parce qu'on est obligé. Et après, c'est vrai qu'on ressent par contre, et là je vais pas, on ressent que si on a une lettre catastrophique, ça va pas nous aider. Mais avoir une bonne lettre, ça va pas non plus le faire que le bien se vend. En fait, tu vois, OK, c'est où ça nous bloque un peu, mais nous dans notre niche, c'est pas un bon DPE qui va, ouais, c'est pas le diagnostic c'est qui pas va le faire en sorte. levier, ouais, c'est pas le levier qui va faire que le bien se vende. Après, c'est un élément légalement obligatoire. Voilà, on est tous des gens sérieux, on respecte la loi, donc on le fait. Super. Et quel conseil tu donnerais, toi, à un vendeur qui veut vendre son bien, en ultra luxe? J'ai un appartement, avenue des Champs-Élysées, tu me conseilles quoi? Dans notre milieu, il y a 2 façons de projeter la commercialisation d'un bien. C'est où on vend, je vais Off m'exprimer en market? ouais, non, avant ça, en fait, il y a plusieurs leviers. Tu as 1, le prix de vente Ouais, et 2, la stratégie de commercialisation. Si on parle du prix de vente, en image, tu as 2 grandes, façons de se projeter. C'est où tu estimes un prix de prestige, c'est-à-dire, j'ai un appartement avenue Montaigne avec une vue incroyable, un toit terrasse de 100 carrés. Et là, tu estimes un prix, au vu du prestige du bien. Ou tu as le prix au mètre carré, on va dire le mètre carré un peu standard parisien, et selon ton quartier, selon, l'étage élevé, selon la qualité du bien, selon la superficie, selon le nombre de chambres, tu estimes, un prix le plus adéquat au marché. Ensuite, il y a la stratégie de commercialisation. En fait, tout dépend aussi du projet du client. C'est-à-dire s'il n'est pas pressé et que l'idée c'est d'obtenir vraiment le «maximum» entre guillemets et que ça peut prendre 2 ans, on va adapter, la stratégie en fonction. S'il est pressé pour X ou Y raison et qu'il a besoin de cash dans les mois qui viennent, et ben, on va essayer de lui proposer une stratégie plus agressive. En fait, voilà, moi mon job c'est vraiment ça, c'est de ouais, de j'ai connaître le projet, quoi. ouais, j'écoute vraiment. C'est pour ça que ce que je te disais au début, c'est que moi, la base de notre métier, c'est d'écouter les gens, en fait. Moi, j'écoute mes acquéreurs comme mes vendeurs, et selon ce qu'ils me disent et selon là où ils veulent aller, et ben, moi, un peu de leur proposer la meilleure direction, si on est pressé, si on n'est pas pressé, si on veut en sortir à un prix assez important parce que le bien le vaut pour X ou Y raison. Ben voilà, c'est donc, et selon leurs attentes, ben moi, j'adapte un peu la stratégie qui va avec. Après, on peut évoluer. J'ai souvent aussi des clients qui me disent: «Oui, je suis pas pressé, je veux le vendre potentiellement à un très bon prix». Et au bout de 6 mois, ils me disent: «Bon, en fait, OK, vous aviez raison, on va se réaviser», et là, on change de stratégie et on a une stratégie un peu plus, façon de parler, agressive, quoi. Sachant qu'en OK, moyenne, la vente d'un bien comme ça sur Paris, on va être entre 3 et 6 mois, quoi, OK, minimum. Enfin, sauf si on a un bien, très, très sympa, au prix du marché avec une localisation incroyable, peut se vendre dans la semaine. OK, Mais super. souvent, il y a des voilà, tous les leviers de la stratégie sont pas souvent alignés. OK, Mais c'est pour ça qu'on existe, sinon on servira à rien, hein. d'accord. Et quelqu'un qui veut investir dans l'ultra luxe, tu lui conseillerais, quoi comme ville? Si tu peux m'en donner 3, c'est très bien. Comme ville, ouais, bon, ça va être très Ou pays, hein, peu ouais, ouais, importe, non, hein. mais ça va être très indicatif parce que ça dépend quel investissement tu veux faire, quelle rentabilité, tu veux atteindre. Mais globalement, ce qui m'a en tout cas en France, par exemple,
qui marche très bien, moi je dirais les 3 grandes villes qui marchent et même en termes de noms, ce serait, Paris, Saint-Tropez, Deauville, par exemple. OK, Je dirais que c'est un peu la diagonale, française qui fonctionne, quoi. d'accord. Donc, après, il y a aussi d'autres villes, moi en ce moment là, je suis parti dernièrement à Toulouse. Alors aujourd'hui, tu vas pas avoir, c'est le mètre carré, il est très loin de Paris, mais potentiellement, si tu fais un investissement sur 20 ans, bah, c'est des villes qui vont tu vois? C'est parce que, tu vois, la rentabilité parisienne, aujourd'hui, on est déjà assez cher du mètre carré. Donc si tu investis à Paris, tu vas faire une plus-value dans 10 ans, mais qui sera, à hauteur d'un certain nombre de pourcents. Si tu fais le même exercice dans des villes qui ont en plein développement, tu peux peut-être, prendre, 25 en 10 ans, quoi. Ouais, Mais par contre, à date, ça a pas la cote de Paris, quoi. ouais, Donc c'est pour ça qu'il y a plein de leviers possibles et il y a plein d'objectifs possibles et il y a plein de résultats possibles, quoi. Mais je dirais que ce qui est sûr aujourd'hui, oui, bah, tu vois, une villa à Saint-Tropez, un appartement dans le 8e à Paris, ou un petit château ou une petite résidence secondaire à Deauville, ça marche bien, ça marche bien, ouais. ça marche bien. OK. Et toi, tu as déjà vu des deals se passer là-bas à Saint-Tropez et autres? Ouais, moi je travaille pour une agence, internationale où on est leader sur la Côte d'Azur. On a de beaux succès à Monaco. Donc ouais, il y a des belles villas entre 10 et plus Ouais, qui se vendent à super, ouais. Saint-Tropez, à Cannes, le À la co Monaco aussi, hein? à Monaco aussi. OK. Et après, c'est des marchés différents. C'est des marchés différents. Tu vois, la Côte d'Azur, je pense qu'on est plus sur de la résidence secondaire. Paris, on est 50-50. Il y a quand même Ouais, beaucoup de business qui se font à Paris. ouais. Moi, j'ai beaucoup d'étrangers qui viennent, pour, travailler pour, 2 ou 3 ans à Paris et qui cherchent un pied-à-terre, voilà, chaque ville a un peu sa clientèle, ses produits. Et du coup, en découle toute une stratégie et toute une réflexion sur, l'achat ou la vente d'un produit, quoi. OK. OK, ouais, parce que, mais, ouais, vous avez une agence à Monaco alors? On a une agence à Monaco, c'est vrai que l'agence pour laquelle Très je rare travaille, d'avoir une agence à ouais, Monaco. c'est les seuls qui sont on est les seuls Français à s'être positionnés à Monaco. OK, Je pense qu'ils ont mis beaucoup d'énergie, à se positionner là-bas. C'est un micro-marché. C'est un ouais, peu c'est un marché que je connais pas encore très bien, mais c'est un micro-marché. Te Par exemple, pour te donner une idée, toutes les cartes T, c'est-à-dire pour les cartes de transaction immobilière, ouais. le prince lui-même valide, le fait ou pas d'avoir une carte T et je crois que là, il y a plus de carte T disponible. Ah Je crois ouais? que notre agence a été les derniers à qui ils ont donné l'autorisation de pouvoir, acheter ou vendre sur Monaco. OK. Donc ouais, c'est un marché particulier, Donc ça veut heu, dire que c'est le prince qui décide si tu ouvres ton agence ouais, je ou pense pas? qu'il a un droit de regard sur tout ça. Parce qu'ils veulent pas, et ça je peux l'entendre, voilà, comme c'est quand même un micro-marché, si tu as plus d'acteurs que de biens, au bout d'un moment, c'est pas Ouais, donc je pense qu'il y a une certaine, stratégie de réguler un peu tout ça. Et je pense que c'est un très beau marché. En tout cas pour nous, c'est un levier qui est très intéressant. Parce qu'aujourd'hui, le monégasque qui veut investir à Paris ou inversement, le parisien qui veut investir à Monaco, bah, nous, on peut faire la passerelle. Donc sur le coup, c'est un levier qui est intéressant. OK, super. Aujourd'hui, si demain tu devais choisir un diagnostiqueur, ce serait quoi les critères? Moi, comme je te disais, en vrai, ça m'arrange pas trop d'être en contact direct plus ou moins avec un diagnostiqueur. Enfin, sauf si c'est quelqu'un avec qui je crée du lien et autres, mais c'est vrai que nous, en tant qu'agence, le C'est-à-dire, ça t'intéresse pas trop d'être en bah, contact moi, je direct avec préférais les être tu vois, je préférais être en contact avec une agence entre guillemets «de diagnostiqueurs». yes, Hem, que le diagnostiqueur en question? ouais, parce que, bah, après, faut voir parce que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer, tu vois? Mais je me dis l'avantage de l'agence, c'est qu'il y a aussi un filtre. Ouais, sur l'administratif, enfin voilà, moi je suis OK, pas moi l'idée, je passe beaucoup de temps à faire de l'administratif, à prendre les rendez-vous. Les clients potentiellement, comme, en fait dans notre milieu, c'est quand même le client qui paye puisque, pour pas ouais, qu'il y ait bien de sûr. conflit d'intérêts. Donc du coup, tu vois, je Le peux plus vendeur? ouais, tout à fait et je peux pas enfin, ouais, j'ai plus de facilité à mettre en contact un vendeur avec une agence de diagnostiqueur où je sais qu'il y aura un service, adapté, OK, plutôt qu'un vendeur à un diagnostiqueur. Après, demain, tu me présentes le diagnostiqueur de l'année, qui est au top à tous les niveaux, pourquoi pas, hein? Je dis pas non à l'idée, mais c'est vrai que
il y a ce côté où Mais c'est quoi pour toi au top à tous les niveaux? bah, il faut qu'il soit autant bon techniquement que commercialement, qu'humainement, qu'administrativement. OK. Voilà, parce qu'aujourd'hui, et tu vois, pour moi, ce que j'attends d'un diagnostiqueur pour l'instant, c'est la partie purement technique. Moi, j'y connais rien et j'ai d'autres choses à penser. Mais par contre, derrière, s'il veut faire toute la chaîne et avoir le lien avec mon client, faut qu'il soit, un peu et faut qu'il soit un peu au top sur tous les niveaux, quoi. OK. Ça, c'est plus alors que d'avoir une agence et même je sais que les clients, ils ont quand même ce côté où, voilà, quand tu leur dis: «Bah, tiens, contactez la secrétaire», Ouais. il y a un Alors la côté secrétaire pour la prise de rendez-vous. ouais, la Mais prise de c'est bien d'avoir le rendez-vous. diagnostiqueur parce que derrière, ils pourront te donner des conseils sur les Oui, anomalies que tu après pourras non, mais après que le trouver. diagnostiqueur fasse le lien quand il est là avec le propriétaire pour justement un peu faire sa reco et tout, moi j'ai aucun problème. Mais c'est juste que, voilà, moi après ça m'est pas arrivé jusqu'à ce jour, hein, mais et après nous, on a aussi beaucoup de biens, ce qui est un cas particulier, c'est que nous, on a beaucoup de biens qui sont en vente déjà sur le marché, donc les diagnostics sont déjà faits. Ouais, Donc en fait, tu vois, on a un pourcentage qui est plutôt réduit, comparé à d'autres, ouais. je dois avoir 70 de mes biens où les diagnostics sont déjà faits. Mmh. Ou on a un autre cas, nous aussi, où, souvent, comme on fait souvent du off market et qu'en vrai, on le commercialise, limite pas, et ben, on fait le diagnostic au dernier moment. Mmh. Est-ce que tu peux expliquer le off market? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens que connaissent pas le off market. Le off market, c'est un Pourquoi vous l'utilisez, hein? le off market, c'est un concept immobilier qui veut que nous, agents et agences, on commercialise un bien sans, le publier d'aucune sorte. C'est-à-dire qu'en gros, on a uniquement le droit via nos clients, en gros, si j'ai un client dans ma base de données, je sais qu'il cherche un 300 m², avenue de Friedland, bah, j'ai le droit de l'appeler, ce client en direct et lui dire que potentiellement j'ai un bien équivalent sans rentrer dans les détails, mais j'ai pas le droit de le publier ni sur les réseaux sociaux, ni sur les passerelles ou plateformes professionnelles, ni sur mon site. C'est en gros, le bien n'existe pas, quoi. On est Ouais, sur du, no communication, quoi. ouais, tu communiques pas, mais tu as bien le mandat de vente. J'ai le mandat de vente, OK, mais je communique pas. Et d'accord. aujourd'hui, c'est vrai que même si, toutes les grandes agences, on a tous un beau portefeuille de clients en poche, Mmh. voilà, le fait de commercialiser et de publier sur les passerelles, ça reste un levier important. OK. Parce qu'on n'a pas tous les clients, faut être réaliste. On n'a pas tous les clients et que le fait de pouvoir le publier et de le commercialiser nous permet potentiellement Bah oui, d'attirer de capter, l'attention d'un client qui est en recherche active à l'instant T, qu'on n'aurait peut-être pas dans notre base. Alors on en a d'autres, hein, qui ont tout ouais. autant de valeur, Mais quelqu'un qui mais recherche activement et ouais, donc après voilà, ça fait partie de l'exercice et je peux comprendre la stratégie parce qu'à contrario, on se rend compte que quand on met trop en avant un bien et bah, ça marche moins bien. Donc faut trouver le juste milieu, quoi. c'est quoi la différence entre ton agence et une autre agence de luxe? Il y a plein de réponses à ça, déjà, on va Mais les dire plus gros? ouais, ouais, non, mais déjà le positionnement, je pense. Ouais, Nous, on est un peu, tu vois, on est spécialisé sur la Côte d'Azur, on est spécialisé à Monaco, c'est pas le cas de tout le monde, mais il y en a aussi qui sont spécialisés sur ces régions-là. Je pense que l'agence et l'agent, les 2 leviers sont importants et je pense que la grande différence entre 2 agences, c'est les agents qui en font partie. Parce que au final, le client, qu'il soit vendeur ou acheteur, le lien qu'il a avec l'agence, c'est l'agent, en ouais. fait. L'agence nous aide à créer ce lien, mais c'est le travail de l'agent qui fait qu'une vente se fait ou se fait pas. Ouais, parce Donc, qu'il a fait le bon matchage, ouais, est-ce qu'il il a a fait le travaillé, quoi? ouais, Est-ce qu'il a travaillé? Est-ce qu'il a, chassé des clients? Est-ce qu'il a bien mis en avant le produit? Est-ce qu'il a compris les avantages et les potentiels défauts du produit? Est-ce qu'il a su proposer à un client qui cherchait autre chose ce bien-là en se disant: «Il y a peut-être un coup à jouer»? Parce que souvent les clients ils te disent: «Je veux, bleu» et selon le profil du client, tu dis: «Venez, on va essayer vert juste pour voir». Des fois ça marche. ouais, Si tu proposes pas vert, tu rates une occasion. Donc, je pense que la grande différence entre les agences, c'est les agents qui la ouais, composent. ouais, si tu fais une bonne découverte, Ouais, oui, après il y a et puis après bon, il y a tu quand même des agences, les grandes agences françaises et internationales, elles sont sur le marché depuis très longtemps maintenant. Donc elles ont une force qu'ont pas, les agences, qui viennent d'arriver sur le marché tout récemment. Donc il y a quand même une certaine différence. Mais je pense qu'un bon agent,
qu'il soit dans une grande agence historique ou dans une agence tout récemment installée, fera la différence. OK. Ça reste c'est un peu comme tous les métiers, hein. Tu récoltes ce que tu sais, mais plus tu bosses, plus tu es au service de tes clients, plus tu es attentif, plus tu écoutes, plus tu réfléchis et plus tu essayes d'appliquer la bonne stratégie au bon bien et au bon client, plus ça marche. Il y a Ah pas de top, secret. top. Et comment tu vois toi l'immobilier en 2025? Bah, Mmh. je pense pas que dans ma niche à moi en tout cas, Ouais, dans l'ultraluxe, je pense que ça va, là je dirais que le marché reprend bien, les OK. tendances sont plutôt bonnes. Mais nous, je pense que ça a été toujours un peu plus stable. Je pense que l'ultraluxe, c'est où on est un peu stable, où vraiment ça marche, extrêmement bien. Je pense pas que ça va chuter. Enfin, je te dis, nous, les étrangers, ils sont toujours en quête, d'un pied-à-terre à Paris. Donc, là-dessus, je pense que par contre, les fruits des JO, je pense qu'on les ressentira, à partir de mi-2025, je pense. OK. Je pense que 2025 devrait être une bonne année. Ouais. Après, Pour, tu vois, il y a la politique, il y a tout ce qui se passe en ce moment qui ça nous fait pas défaut, mais ça nous aide pas. d'accord. Ouais, si tout était super stable, ça nous aiderait mieux. Mais voilà, moi, ce que je disais, c'est qu'au final, ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, je vends la Tour Eiffel, l'avenue Georges V, donc quel que soit plus ou moins notre président, l'avenue Georges V, ça reste l'avenue Georges V. OK, ça va Donc pas changer? non, je pense pas. Après, voilà, ça c'est sûr que, plus l'image de notre pays est stable et positive et autres, plus le marché immobilier, en découle. Là-dessus, il y a pas de secret, hein. Mais nous, on est dans une niche où voilà, le crédit, bah, nos clients, ils sont sans condition suspensive et ils passent jamais par le crédit ou pas pour faire une levée d'argent, mais en vrai, ils ont les fonds. Donc le crédit, c'est pas un problème pour nous. Non, l'idée, c'est vraiment l'image de Paris, quoi. Ouais. Plus Paris brille, plus l'immobilier de luxe, brille. Et c'est quoi les codes qu'il faut avoir pour l'ultraluxe? Oh, moi, pour être tout à fait transparent, Ouais, je viens pas de ce monde-là. OK. Et je le vois comme une force et je pense que nos clients, ils veulent des êtres humains intelligents, qui connaissent leur marché, OK. qui travaillent, qui sont attentifs à leurs objectifs. Ils ont vraiment, je pense, mais un peu comme toi et moi, hein, je pense qu'ils ont besoin de sentir qu'on a compris ce qu'ils veulent. Ouais, Ils ont besoin de sentir qu'on connaît le marché. ouais. Ils ont besoin de sentir qu'on va se lever tous les matins et se battre pour, ou leur trouver leur perle rare ou leur vendre leurs biens. Voilà, après, c'est sûr que, si tu as du réseau, si, tu viens de ce monde-là, ça te facilite un petit peu. OK. Mais voilà, moi je pense qu'aujourd'hui les gens ils veulent juste, ouais, ils veulent un agent qui les représente à leur juste valeur et qui ait compris un peu la qualité et les défauts de leurs biens, qui ait compris leurs objectifs personnels, leurs objectifs financiers aussi, puisqu'on est quand même là pour parler, dans un sens ou dans l'autre, d'euros, tu vois? Au bout d'un Ouais. moment, l'argent il est quand même il fait partie intégrale des objectifs donc mais je pense pas qu'il y ait des codes particuliers et puis il y a beaucoup de feeling, quoi. Moi je travaille beaucoup à l'instinct et oui, tu crées quelque chose. Tu crées quelque chose naturellement ou pas, mais tu crées quelque chose. Je pense pas il y ait une checklist à remplir. Je pense que toute personne qui a un cerveau qui fonctionne, qui a envie de bosser, qui met l'énergie, qui passe du temps, Ouais, ouais, ouais. qui a un vrai sens du service. Parce que par contre, faut pas là-dessus, c'est sûr qu'on est dans une niche où le sens du service est primordial. Ouais. On est à leur service. Enfin, il y a un côté vraiment, pas dans le sens négatif du terme, mais il y a un vrai côté où moi, voilà, j'en rêve la nuit, quoi. Hein. OK, super. Donc, je pense que c'est important. Et la dernière fois, je t'avais présenté une notaire, sur les Champs-Élysées Mmh. et Bien. du coup, tu mis en contact avec un client? Ouais, ouais, on tire le fil. Bah, tu vois, moi, c'est par exemple, c'est une grosse partie de mes journées. Ouais. C'est je rencontre des gens qui me présentent des gens, qui me présentent des gens et puis, souvent, 1 sur 3, il y a une mise en contact pour un Super. projet d'achat ou de vente, Je pense qu'aujourd'hui, la recommandation, peut-être à la différence d'il y a 20 ans, aujourd'hui, on est vraiment dans un milieu où, plus tu es recommandé, mieux ça marche. Ouais. Parce que, quand tu vas rencontrer la personne, elle est sereine à te recevoir. Alors que quand tu es pas recommandé, elle t'attend pas. Donc ça marche moins bien. Ouais, j'imagine. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier de luxe? Ah, je pense que la première année, elle est pas facile. OK. Elle est pas facile parce que, c'est quand même
c'est quand même une niche assez fermée, façon de parler. Et du coup, bah, faut l'intégrer, faut se créer du réseau, faut, être reconnu dans cet univers-là. OK. Et comme on a dit tout à l'heure, on est à notre compte, donc techniquement, on gagne pas d'argent tant qu'on fait pas de vente. Donc je pense que la première année, il faut partir du principe que c'est pas simple. C'est une année blanche, quoi. Ouais, mais après c'est challengeant et puis ça fait partie du jeu. Faut juste le savoir. À partir du moment où tu le sais, tu moins surpris déjà. Et non, je pense que ce que je te disais tout à l'heure, pour moi, je pense que, bah, tu vois, moi, si je prends mon exemple, je viens pas de ce monde-là, mais à contrario, je travaille 10 heures par jour, 7 jours sur 7 et je mets tout mon cœur à satisfaire mes clients, partenaires, dirigeants, et au bout d'un moment, ça marche. Je pense que c'est un peu comme tous les métiers. Après, il faut avoir, je pense malgré tout, une fibre commerciale, il faut avoir une facilité humaine, parce que c'est quand même un peu, tu vois, on est beaucoup dans le service, on rencontre beaucoup de gens tous les jours. Faut savoir créer du lien dans un délai assez court, parce que voilà, faut que quand tu sors d'un rendez-vous avec un propriétaire, faut que t'aies marqué, faut que t'aies marqué des points. Il faut que Ouais, tu vois, il faut qu'ils se disent ah faut qu'il ait Mathieu, il a envie, l'air quoi. sympa, tu vois. Ouais, Si t'es transparent, ça marche moins bien. Mais globalement, je pense que le travail. ouais, Mes c'est parents sûr. ils me disaient ça quand j'étais petit et j'avais pas bien imprimé. Maintenant, je comprends. Ouais, Le travail. Et je pense qu'il n'y a pas de secret, hein. Tout s'apprend aujourd'hui. Bah, nous, je travaille avec un petit jeune par rapport à mon âge à moi, hein, mais voilà, qui a juste envie de bosser, qui est hyper réactif. Et voilà, dès qu'il fait quelque chose et qu'il comprend qu'il faut le faire comme ça, il l'applique tout de suite. Ça va être un tueur dans dans un quelques an. années, quoi. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr, parce que. Mais par contre, voilà, le revers de ce milieu, c'est bah, potentiellement, le travail que tu fournis, t'as pas la paye qui va avec à l'instant T. Donc, tu peux au bout d'un moment t'essouffler. Deux, un jour, tu vas avoir une grosse paye qui va tomber. Et donc, faut pas partir aux Maldives et craquer tout son argent. C'est pas un bon plan. Mais si tu es stable sur le long terme et que tu mets la même énergie, je vois pas comment tu marches pas, quoi. Je pense OK. que le travail. Bah, super, merci Mathieu. Toujours un plaisir de te voir, Hamza. Et si j'ai un vendeur qui veut vendre son appartement, où il peut te retrouver? Bah, nous, on est rue du Bac. Mon OK, agence, c'est rue du Bac. Je suis assez présent sur les réseaux. Et puis sinon, il te contacte toi et tu sauras où me trouver. Je vais dire ça comme ça. super. Merci Mathieu, merci d'avoir écouté l'émission. On se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt.